un mec qui te braque derrière, mais je le voyais pas parce que j'étais en interview avec un mec, tu vois, je te regarde toi, et en fait à gauche il y avait un gars qui jouait comme ça, qui me ciblait, tu vois. Quelle image as-tu de la personne en face de toi? Bah nous on a dû se rencontrer 2-3 fois en vrai je pense. Ouais. Mais l'image que j'ai vraiment de toi c'est via les réseaux. Ouais. Je pense que c'est via Brut et via tes réseaux à toi sur Insta. L'image que j'aurais là de prime abord c'est quelqu'un qui a peur de rien. On doit te le dire souvent, non? Il n'y a pas un peu ce truc Tout le temps, ouais. Mais c'est faux de fou. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on peut t'emmener partout, c'est ok, tu vois. Ouais, alors ça c'est vrai. Y a peu d'endroits où j'ai pas envie d'aller. Après, j'ai tout le temps peur. Hein. C'est vrai? Ouais, la peur, ça fait vraiment partie prenante de tout ce que je fais. Et ça m'arrive d'avoir très peur, ça m'arrive de pleurer. Enfin, il y a plein d'émotions qui se mélangent quand je suis sur le terrain. Et non, j'ai tout le temps peur. Enfin, tu vois, c'est impossible de pas avoir peur. Ou alors, c'est-à-dire que je crois que t'es un peu fou. Dans les zones de conflit, quand t'es face à des gens extrêmement violents ou tu sais extrêmement dangereux, moi, je sais que je suis tellement concentré que souvent, j'arrive à faire abstraction de ma peur, ou en tout cas à la gérer très bien. Mais ça m'est arrivé plein de fois d'être terrorisé, tu vois. J'ai marché dans des endroits où il y avait des mines en Irak et je tremblais tellement que ma caméra bougeait, quoi, parce que je savais qu'à n'importe quel moment, on pouvait marcher sur une mine. Il y a des endroits où je sais que je peux mourir. Mais quand tu travailles sur des thématiques hyper compliquées, tu risques ta vie, quoi. Donc, ça fait partie du truc. Mais bon, voilà, quelqu'un qui a peur de rien, franchement, c'est faux. Ok. Quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus en danger? Il y en a eu un paquet, non? Il y en a eu quelques-uns. Je pense celui où j'ai sûrement le plus frôlé la mort, c'est quand je travaillais sur les charniers de Daesh. En gros, j'ai fait une enquête en Irak sur les charniers de l'organisation terroriste État islamique, c'est-à-dire l'endroit où ils balançaient les corps de leurs victimes sans leur donner de sépulture décente. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans des charniers minés, parce que l'État islamique déposait des mines autour des charniers pour faire plus de victimes encore, parce que souvent quand ils font un charnier, les proches essayent d'aller récupérer les corps. Je savais que n'importe lequel de mes pas pouvait me tuer. Après, je pense qu'il y a eu un reportage aussi, mon infiltration au Yémen, où je savais que si je me faisais arrêter, il y avait des chances que je prenne une balle dans la tête ou que j'aille en prison pendant très longtemps, quoi. Ah vraiment? Donc, qu'on te tue? J'étais sous une fausse identité, quoi, parce que le pays était fermé aux journalistes étrangers. Je traversais des zones, je vais pas parler du conflit Yémen, c'est très compliqué, mais je traversais des zones contrôlées par des groupes terroristes comme Al-Qaïda, l'État islamique, qui font très régulièrement des enlèvements là-bas. Donc voilà, c'est dans des endroits où t'as une tension permanente. Tu passes des checkpoints, ce qu'on appelle des checkpoints, des endroits où il y a des gardes armés. Il y a des moments où le mec pose une question et tu fais ok, c'est là, c'est bien sûr. Il y a des moments, qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Etc. Et il part avec ton passeport, avec tes autorisations, etc. Et il va passer des coups de fil pour savoir qui il est. Avant de quitter le pays, j'ai été interrogé à l'aéroport de l'endroit où je devais partir pour savoir qui j'étais. Et voilà, je sais que si je me faisais arrêter, ça allait être très très compliqué pour moi, quoi. Tu vois, j'étais au Congo il n'y a pas longtemps, je suis descendu dans les mines de coltan. Ouais. En gros, c'est les endroits où on récolte des minerais. Et c'est une forme d'esclavagisme moderne parce qu'il n'y a aucune sécurité. Il y a des adolescents qui descendent dans ces mines. Et voilà, quand tu descends là-dedans à 40 mètres de profondeur, si t'es claustrophobe, tu fais un arrêt cardiaque immédiatement, quoi. Et c'est hyper flippant. Donc voilà, il y a plein de scénarios où t'es tout le temps quand même en train de prendre beaucoup de risques, quoi, de jouer avec ta vie. Et le danger pour toi, si tu fais un truc et il n'y a pas de danger, est-ce que t'as un petit truc de... il n'y a pas de challenge ou... Non, vraiment, ça j'ai pas du tout. On parle beaucoup des histoires d'adrénaline, on cherche ça, etc. Je pense qu'il y a des reporters qui ont ça, moi pas du tout. Là je bosse, tu vois, sur des sujets en France qui m'intéressent énormément, etc. Après pour moi c'est pas le cœur de mon métier, parce que j'aime bien aller dans les endroits où peu de gens vont, où il y a peu de caméras.
Mais c'est pas du tout un truc que je recherche, l'adrénaline. En tout cas, c'est pas du tout pour ça que je fais mon métier. Quel voyage t'a sauvé la vie? Ok. Stylé. Bonne question. Moi, je crois que le voyage qui vraiment m'a le plus aidé, c'était quand j'étais en seconde. J'ai redoublé ma seconde et vraiment, je voyais vraiment pas ce que je foutais là. Okay. Je me suis jamais retrouvé dans le système scolaire et tout. Il y a eu un vrai moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il n'y a pas de but à ma vie, etc. Je suis arrivé dans un moment un peu critique de ma vie où on était en dépression. T'as fait une dépression ouais, super ouais. jeune. C'était vraiment une dépression violente. Moi, je sortais d'une tentative de suicide. Enfin, bon, c'était un truc où vraiment j'étais dans un contexte où je me disais, mais de toute façon, je vois pas le bout du tunnel, quoi. Et en gros, je suis parti à l'île Maurice sur un coup de tête. Okay. En fait, je me suis dit là, soit vraiment je suis en train de sombrer et je vois pas l'issue, soit maintenant il est temps que je parte complètement. C'était un voyage scolaire ou pas? Non, pas du tout. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivi par j'ai jamais raconté cette histoire. J'étais suivi par un psychiatre. Ouais. Et en gros, ma mère était un peu inquiète, etc. Parce que vraiment, j'avais quand même beaucoup d'idées noires. Et puis, j'avais pas envie de me lever le matin. Enfin, j'avais aucun sens à ma vie, tu vois. Et je me rappelle que la psychiatre avait dit à ma mère, bah écoutez, je pense que Benjamin, il va falloir qu'on l'interne. Parce qu'il est dangereux pour lui-même. Ouais. Et ça a été un gros déclic de me dire, mais attendez, là, je suis pas malade. Je vais être dans un... En gros, là, les deux options que j'avais, c'était soit fuir quelque part, soit être enfermé dans un hôpital psychiatrique, tu vois. Et j'avais vraiment l'image, tu vois, des hôpitaux psychiatriques où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc j'avais un sentiment d'injustice en plus où je me disais, c'est pas du tout fait pour moi. Et je suis parti sur un coup de tête. J'ai pris des billets d'avion. 2 semaines après, j'étais à l'île Maurice. Okay. Et j'ai bossé sur des chantiers là-bas. J'ai un anglais déplorable, mais donc je parlais que en anglais avec des gens, donc je comprenais que la moitié de ce qu'ils me disaient. C'était très bizarre. Et c'était des chantiers de BTP? Ouais, chantier BTP, ouais. Okay. De gros bâtiments. Ouais. Et aussi, j'ai bossé un peu dans des bidonvilles. Donc, c'est la première fois que j'allais à la rencontre, notamment d'enfants. Je m'occupais d'enfants dans des bidonvilles. En vrai, c'était assez fou parce que j'avais 17 ans. Et c'était la première fois que je voyais une autre réalité de vie, mais face à moi, quoi. Ouais, bah, genre que là, t'as pas fait les choses à moitié, quoi. Ouais, là, j'ai eu un truc un peu extrême, mais... On a des bidonvilles en France et tout, mais c'est vrai que c'est jamais pareil quand tu les vois à l'étranger. Ouais. Et surtout, ce qui me marquait, c'était une espèce de disparité un peu étrange de bidonville à côté d'un hôtel 5 étoiles, tu vois, un truc... Ouais. Ce truc de dire, ouais, attends, il y a une extrême pauvreté à côté d'une extrême richesse, et sans que ça fasse cliché de, ils ont rien, ils sont heureux et tout, mais en tout cas, être aux côtés de ces gens-là et pouvoir discuter un peu avec eux, ça m'a ouvert l'esprit. Et en termes de maturité, j'ai gagné tellement d'années en si peu de temps. Parce que ça a duré que quelques mois et après je suis rentré. Et je crois que c'est le voyage qui m'a sauvé parce qu'en fait, à partir du moment où je suis rentré, avant, dans mon adolescence, plutôt dans mon enfance et tout, j'avais eu des états un peu dépressifs, de quête de sens de la vie et tout. Et je crois que ce voyage-là a fait disparaître un truc en moi, mais en tout cas qui n'est jamais revenu depuis, tu vois, et ça fait 10 ans. Et j'ai eu une espèce de certitude de ce que je voulais faire. Et dans tous les cas, de me dire, ok, je sais pourquoi je suis là, je sais qu'il existe d'autres réalités de vie, qu'à tout moment, je peux aussi tout plaquer et partir. Et je sais aussi qu'il existe des gens qui n'ont pas le choix que j'ai moi et la liberté de pouvoir faire autant de choses, quoi. Ah, c'est dingue que tu aies eu cette prise de conscience aussi jeune. Et juste, ça se manifestait comment, si tu veux en parler, tes angoisses à cet âge-là? C'était quoi? Tu te rappelles un peu ou... crise d'angoisse. Ok. Il y avait des déclencheurs, genre c'était lié à quelque chose à l'école ou pas du tout? Je crois qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas un déclencheur particulier, mais moi je savais que j'étais... En fait, j'ai besoin, et encore aujourd'hui, hein, clairement, de trouver du sens dans ce que je fais. Je ne peux pas appliquer quelque chose bêtement. Et moi, le truc, c'est le pourquoi, tu vois. Et putain, je me suis fait coller tellement de fois à l'école pour ça, en demandant du sens. Mais pourquoi vraiment on fait ça? Et allez, ça dégage, tu vois, parce que l'école t'apprend pas à être un adulte intelligent, hein, il t'apprend à être un adulte qui va recracher des informations. Exactement. Et surtout, la docilité, tu vois. Et ça, j'avoue que moi, j'étais pas un rebelle, tu vois, mais j'étais dans une incompréhension qui faisait que j'étais pas adapté à ce système-là, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, quand t'es à l'école, c'est l'entièreté de ta vie, tu vois. Donc, tu te lèves le matin, et en plus, c'est ce truc où tu sais que c'est obligatoire. Et du coup, tu vois pas le bout du tunnel et tu te dis, c'est ça ma vie, tout le long, ça ma vie. J'ai vécu les mêmes trucs. J'avais pas du tout d'état dépressif, mais c'est pareil, j'étais pas du tout fait pour le système scolaire. J'étais pas bon élève et pourtant je m'intéressais à plein de trucs, mais c'est juste le formatage et je pouvais pas assister et aimer des cours où ça m'intéressait pas. Donc, je vois à peu près ce que tu as ressenti de ce côté-là.
Écris sur un papier le conseil que tu donnerais au toi de 15 ans. Ah, c'est pour ça qu'il y a un papier là. Ah ouais, d'accord. Déjà, moi, j'ai jamais su écrire. Enfin, j'écris très mal. Pas de pression, il n'y a aucun C'est jugement. pour ça ici. que en fait, je filme beaucoup, parce que moi, j'arrive à raconter ce que je ressens en vidéo, enfin, en image. J'écris avec l'image, mais... Tu ne sortiras jamais de livre. Ou un livre photo, quoi. Non, mais c'est vrai, on m'a déjà proposé et tout, mais non, en fait, je trouve pas ce que je vois pas ce que je peux apporter à l'écrit. J'aime trop raconter en image, montrer en image, et je trouve qu'en vrai... Voilà, j'adore le documentaire, je trouve l'émotion que tu as à l'image, elle est toujours beaucoup plus forte, je trouve, qu'à l'écrit. En vrai, si je devais m'écouter, c'est à l'époque je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je dirais attends que Twitch sorte et deviens un streamer, tu vois, mais... Okay. Qu'est-ce que tu aimerais mieux gérer dans ta vie? Il y a un paquet de choses que j'aimerais mieux gérer dans ma vie. Je crois que un des trucs, je crois que c'est la gestion du stress. La gestion de mes émotions de manière globale, mais la colère et le stress, mais souvent la colère est amenée par le stress, c'est un truc que je sais pas gérer du tout. Genre... Après, j'ai aussi beaucoup parlé de mon hypersensibilité, mais j'ai un trop-plein d'émotions, et il y en a beaucoup que j'ai appris à dompter avec le temps. Et le stress, c'est un truc... C'est lesquels que tu as réussi à dompter un peu avec le temps? Les excès dans le bonheur, c'est clairement réglé. En tout cas, c'est régulé et c'est cool. Et mais concrètement, ça se manifeste comment, ces trucs? Genre, si tu savais que t'étais bien dans ta vie, t'étais hyper heureux et... Ouais, mais tu sais, j'étais le mec en festival complètement drogué, tu vois. Genre, j'avais mon corps sécrétait un truc d'euphorie qui était trop anormal, tu vois, donc j'étais beaucoup trop heureux, tu vois. Et en vrai, je kiffais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu comme une drogue, c'est t'as derrière un peu l'effet... Et puis surtout, en fait, c'est l'écart entre les moments positifs et négatifs qui, du coup, sont beaucoup trop éloignés. Russe, quoi. Okay. Exactement. Et c'est ça qui me crée aussi des états dépressifs quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait, je passais vraiment de là à là, tu vois, alors que tout le monde était là, et normalement, tu es aussi normalement. Et ça, c'est des choses que, même dans ma tristesse et tout ça s'est réglé dans les trucs négatifs. Maintenant, j'ai aussi de manière assez normale, tu vois, donc c'est plutôt cool. Mais j'avoue que le stress, et dans l'hypersensibilité, il y a aussi pour beaucoup de personnes, ce truc de... Quand on te demande de faire quelque chose un peu au dernier moment, ou quand on te demande de faire quelque chose avec très peu de temps, il y a une notion de panique qui est énorme. Ah ouais. Et vu que moi, je fais vraiment 1000 trucs en même temps, et pratiquement tout au dernier moment, je suis pareil. J'ai un truc de stress, ouais, qui est... Et puis en plus, on est dans des métiers où le stress, il est tout le temps, tu passes ta vie à régler des problèmes aussi. Mais même le stress, en fait, ça se manifeste comment, du coup, pour toi? Que ce soit la colère ou le stress? Bah, en fait, le stress me met très vite en colère. Et en fait, c'est horrible parce que le stress en fait, je suis stressé, donc ça me met en colère d'être stressé, et ça me stresse d'être en colère, et ça me met en colère d'être stressé. Donc tu vois, il y a un espèce de truc qui se... Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Il y en a un qui alimente l'autre, et c'est un truc sur lequel je travaille, évidemment, parce qu'on est sur des métiers où... Et puis même dans la vie de tous les jours, en fait, t'as du stress constant. Comment tu travailles dessus? Bah, en fait, là, j'essaie d'apprivoiser les émotions et d'essayer de me rendre compte que c'est pas moi et que ça m'appartient pas. Et puis genre presque je me parle à moi-même, mais tu vois, j'essaie de conscientiser ce qui est en train de se passer. Je dis ok, là, qu'est-ce qui est en train de se... Comment je me sens, qu'est-ce que ça fait, etc. Et après je fais des exercices de respiration et ça passe, tu vois. Mais ça me fascine, les exercices de respiration. Je suis jamais arrivé, j'y arrive pas. Moi c'était mystique pour moi au début, hein. Mais tu vois, par exemple, je suis incapable de méditer. J'ai plein de potes qui font de la méditation, je sais pas le faire parce que je suis trop... Respirer, ça marche. Ouais, la respiration, ouais. C'est ouf. Des exercices simples de respiration et ça calme. Mais parce qu'en fait, c'est pas juste respirer, c'est te reconnecter avec ton corps. Là où en fait, quand t'es en stress et en colère, t'es juste là en fait. T'es clairement uniquement dans ta tête et t'as toutes les idées. Et moi, j'ai un cerveau qui fume constamment, tu vois. Et juste de dire, ok, non, attends, il y a le reste de ton corps qui existe. Tu te reconnectes un peu, c'est tout con, mais tu te reconnectes avec qui t'es et avec comment t'es. Juste humainement, c'est ton corps est connecté à la terre, quoi. Et non, juste ça, en général, ça calme. Toi, il y a des endroits où t'as dû aller où il y a ni la place pour le stress, ni la place pour la colère. Ouais, bah après c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est j'ai beau avoir des gens en face qui agitent des armes, qui sont menaçants, qui font n'importe quoi, je suis tellement concentré que, en fait, tu vois, je me dis il y a pas de place à l'erreur, je dois faire très attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Du coup, je suis très concentré, donc je ressens très peu de stress. T'es vraiment, ouais, c'est ça, je sais pas, tu flottes. Tu sors de toi-même un peu ? Non, t'es dans toi-même. C'est pas mystique. Non, pas du tout. L'année dernière, je suis allé dans une maison qui appartient au cartel de Sinaloa, le cartel de drogue le plus puissant du monde. Et je suis arrivé dans un endroit à 10h du matin où j'étais censé passer la journée et j'arrive et t'as 6 narcotrafiquants complètement bourrés
Cagoulés, complètement bourrés, qui agitent des armes, qui vont se coquer et tout machin. Et je suis avec mon fixeur. Fixeur, c'est en gros, c'est un journaliste local ou un traducteur qui t'aide, tu vois, dans tes démarches. Et je suis avec mon fixeur et on était censé passer une partie de la journée avec eux pour faire plein de choses, expliquer plein de choses dans ces maisons qui sont un peu les endroits où ils planquent la drogue, où ils préparent les traversées de la frontière, etc. Ouais. Et j'arrive dans un endroit où c'est le bordel, en fait, tu vois. Donc tu peux très vite te dire, je pense qu'il y a des gens qui seraient hyper stressés par la situation. Et en fait, non, je me concentre tout de suite. Tu vois, je vois que les mecs font n'importe quoi et je suis avec mon fixeur, donc on a nos vies un peu entre nos mains, quoi. Donc très vite, je le prends à part, je lui dis on reste là une demi-heure et après on se casse parce que ça peut vraiment mal tourner. Et les mecs avec qui je discute, je suis hyper, en fait, tu vois, je réduis, j'avais prévu plein de questions, je suis hyper efficace, tu vois, je vais droit au but, je pose des questions, j'attends à peine la moitié des réponses, j'enchaîne, je fais hyper attention à tous leurs gestes parce que ils agitent des armes, ils font n'importe quoi. Bon, voilà. Parce qu'il y a des moments où après tu rentres en France, tu regardes tes rushs, tu regardes les images que t'as faites et tu réalises après. Et tu dis ah mais c'est moi qui ai filmé ça, j'étais là dans ce bordel. T'as des frissons après. Et il y a même des trucs que tu vois pas, qui se passent en arrière-plan, alors que je voyais pas au premier plan. Genre quoi ? Typiquement sur ça, un mec qui te braque derrière, mais je le voyais pas parce que j'étais en interview avec un mec, tu vois, je te regarde toi, et en fait à gauche il y avait un gars qui jouait comme ça, qui me ciblait, tu vois. Et les armes sont chargées, je sais qu'il est bourré, et pareil, les mines, parce que c'est vraiment le dernier en date, il y a 20 minutes de rush dans la mine, où j'ai pas déréqué, et à des moments je suis là, putain, comment j'ai pu passer là-dedans, comment j'ai pu aller là et tout. C'est petit... c'est marrant, c'est là que j'ai une montée d'adrénaline, tu vois. Après coup, en fait. Le mec en décalage, il a rien compris. The Last One. Quelle rencontre a changé ta vision du monde ? Faut les mettre au pluriel, ces questions. Franchement. Surtout que moi, c'est vraiment, il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une qui a été décisive ou autre. C'est vraiment plusieurs personnes qui ont fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Des gens qui sont plus là souvent, des gens que j'ai rencontrés sur le terrain. J'ai tellement appris sur moi-même. Je pense qu'une des rencontres qui m'a le plus bouleversé et qui m'a le plus changé, c'est un gamin que j'ai rencontré au Soudan du Sud. J'ai filmé la famine au Soudan du Sud en 2016. Et c'est un gamin que je suivais depuis plusieurs jours parce que je voulais montrer en gros c'était quoi la réalité de la malnutrition sévère aiguë. C'est le processus, en gros c'est la maladie qui tue les enfants quand ils sont en train de mourir de faim. Et souvent on en parle en illustrant ça avec on voit des salles où il y a beaucoup d'enfants, etc. Moi je voulais vraiment suivre un enfant pour qu'on comprenne comment on peut soigner ça et comment l'enfant évolue quand il arrive dans un état critique et qu'il va mieux, ce qui peut se produire assez rapidement en général. Il avait quel âge ? Il avait 3 ans. Okay. Il avait 3 ans et il pesait 8 kilos. Donc c'est le poids d'un enfant de 9 ou 10 mois, tu vois. Et je l'ai suivi, j'étais avec sa mère et sa grand-mère, tu vois, pendant 3 jours. Et il est mort devant moi. C'est moi qui ai même prévenu les médecins qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque et tout. Et c'était hyper dur et ça m'a vraiment changé, tu vois. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ce que je voulais faire plus tard, comment je voulais faire ce métier-là et tout, qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais parler, etc. Et il n'y a pas eu que lui, il y en a eu d'autres, tu vois, mais je sais que lui, ça a été un des premiers gros blasts que je me suis pris dans la tronche et qui me définit aussi aujourd'hui en tant que personne, tu vois. Mais il y en a eu plein d'autres, plein d'autres. Voilà. Bon. Merci d'être venu. De rien. C'était trop cool. Et juste, je voulais te dire un truc. Il y a un truc que dont j'ai oublié de parler sur. Je crois que ça avait un rapport avec la première question. Ouais. Que souvent dans mes documentaires, on disait ça, voilà, que soit j'avais peur de rien, soit que j'avais des grosses couilles. Tu vois, c'est le truc qui revient le plus sur YouTube. Et ça me gêne toujours un peu parce que faut évidemment un peu de courage pour travailler dans ces endroits-là. Mais c'est pas une affaire de couilles, parce que la plupart, tu vois, moi, des reporters de guerre que j'admire sont des femmes. Okay. Il y en a plein. Je travaille avec une qui est grand reporter qui a le même âge que moi, qui s'appelle Camille Courcy. Et en France, on a plein de femmes extraordinaires qui font le même métier. Donc
Donc déjà ça, moi j'aime pas trop ce genre de remarques parce que je trouve ça genre le truc et que derrière il y a beaucoup de filles qui se demandent si elles pourraient faire ce métier-là, etc. Et il y en a plein et elles sont incroyables. Et le deuxième truc, c'est que les endroits où je vais, où je filme, c'est le quotidien de millions de personnes souvent qui n'ont pas le choix de vivre dans ces situations-là. Et donc eux, c'est le quotidien, voilà, d'entendre des balles qui fusent, d'entendre des bombardements. Donc moi, je filme des endroits où des millions de gens vivent ces situations-là au quotidien, et ils n'ont pas le choix que d'avoir ce courage-là. L'être humain s'adapte à plein de situations. Moi, je m'adapte quand je vais dans ces endroits-là, comme beaucoup de gens le feraient, en fait, comme tous les gens qui font mon métier. Donc voilà, c'est pas tant une histoire de couilles ou de courage.